8h12, la grande interview Europe 1. Ce matin, nous recevons Jean-Louis Thiéraut. Bonjour. Bonjour. Député droite républicaine de Seine-et-Marne, ancien ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous avez découvert peut-être comme nous qu'en France, on pouvait assister à la mort d'un Français en direct. Des milliers d'internautes, dont des mineurs, ont assisté sur la plateforme Kik au décès d'un vidéaste qui subissait des humiliations, des violences, des images visionnées des millions de fois sans que les autorités n'interviennent. Ma question, elle est toute simple, Jean-Louis Thiéraut, à quoi sert l'Arcom ? C'est une excellente question. Ce qui est le plus important là-dedans, c'est tout de même ce que cela révèle d'une forme d'ensauvagement et de décivilisation d'une partie de la population française. Penser que des gens regardent ces scènes, que des gens payent pour les voir, c'est évidemment stupéfiant et ça doit tous nous interroger. Après, je ne comprends pas qu'alors que des signalements ont été faits il y a 9 mois, rien n'a été fait. Ça interroge effectivement sur le fonctionnement de l'Arcom. La défense par le manque de moyens est insuffisante. C'est évidemment une priorité plutôt que de s'exciter sur des équilibres qui ne seraient pas respectés dans telle ou telle chaîne de télévision. Ça aurait évidemment dû être une priorité et je pense que des responsabilités doivent être prises et éventuellement des têtes tombées. Ah, vous vous appelez à du changement, donc à faire tomber ou que quelqu'un reconnaisse en tout cas un dysfonctionnement au sein de l'Arcom. 9 mois, c'est inacceptable. Je n'ai pas la chaîne d'analyse, la chaîne hiérarchique qui a abouti à ça, mais on ne peut pas accepter cela sans réagir. J'imagine qu'il y a d'autres cas potentiels qui existent, donc si vous voulez, il y a un moment où il faut des actes forts. Et il faut changer la loi, peut-être. Elle n'est plus adaptée. Visiblement, leur réponse, c'est de dire que l'interlocuteur de cette plateforme Kik.com était en Australie, donc on ne peut pas la faire fermer en France. C'est évidemment une réforme législative qui doit s'imposer à un moment. Je crois malgré tout que là, on se rapproche de l'urgence. Lorsque on a fermé la chaîne Russia Today, qui était un agent de propagande du Kremlin à Paris, il n'y avait pas de texte spécifique qui permettait de le faire et on l'a fait. Face à un acte de barbarie, parce que je crois qu'on ne peut pas appeler ça autrement, évidemment qu'une riposte s'impose. Est-ce que ça doit être simplement avec des textes administratifs qui permettent de le faire, ou est-ce qu'il faut un changement de loi ? S'il faut un changement de loi, il faut l'adopter rapidement et qu'on soit à la hauteur de ce qui est insupportable humainement. Et puis il faut peut-être aussi, vous parliez de ce que ça dit de notre société, un changement de rapport à l'empathie. Est-ce qu'on a créé une génération sans surmoi qui peut se délecter d'un spectacle de violence diffusé en ligne ? Je pense que l'influence, notamment des jeux vidéo, des jeux de guerre, où on tue virtuellement sur les écrans, a des conséquences catastrophiques. Là, on est dans un sujet beaucoup plus vaste, qui est dans une forme de reconquête intellectuelle et morale, de retrouver l'écrit, de retrouver la distance et de retrouver l'esprit critique. C'est 10 ans d'action demain qui s'imposent. Vous êtes ancien ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants. On attend dans les prochains jours une rencontre potentielle entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, le président russe, qui a proposé de rencontrer le président ukrainien à Moscou. Beaucoup y voient du cynisme. On apprend cette nuit qu'il y a eu un record de drones lancés contre l'Ukraine par la Russie. Vous pensez que Vladimir Poutine cherche à gagner du temps pour affaiblir Volodymyr Zelensky ? Je ne sais pas ce qui est dans la tête de Vladimir Poutine. Ce que je sais, c'est que tout le monde peut souhaiter la paix, mais que la paix ne doit pas être la paix des cimetières. C'est évidemment à l'Ukraine à décider ce qu'ils feront, mais moi je veux insister vraiment sur 2 points. Cette horreur qui se passe en Ukraine, c'est la sécurité de l'Europe qui est en cause. C'est la sécurité de notre continent qui est menacée.
aujourd'hui l'Ukraine, demain on peut avoir des tentatives de déstabilisation pour fragiliser l'OTAN et l'article 5. Donc les deux priorités absolues, c'est de mobiliser des moyens pour avoir une Ukraine aussi forte que possible, et c'est, le cas échéant, si le conflit est gelé, de lui fournir des garanties de sécurité. J'emploie volontairement l'expression conflit gelé parce qu'une transaction obtenue sous la menace, c'est un diktat. Donc peu importe la manière dont cela s'arrêterait, au moins provisoirement, il y a une responsabilité historique pour la paix de notre continent. Et dans cette affaire, au fond, ce n'est pas Poutine qui gagne la guerre, c'est nous, Européens, qui la perdons. Depuis 30 ans, on a cru qu'on pouvait se reposer sur les dividendes de la paix. On a accepté de déléguer, notamment aux Américains, notre sécurité. Eh bien, on en paye aujourd'hui le prix, et c'est l'enjeu des années qui viennent. Être capable de ce redressement, et être capable de ce redressement sans se contenter d'acheter des matériels américains. Et être capable d'envoyer des soldats, parce que s'il y a des garanties de sécurité, là il y a des pistes qui sont en train d'être explorées pour qu'il y ait un déploiement militaire de soldats, dont des Français, pour dissuader les Russes de pousser un peu plus loin en Ukraine. Est-ce qu'il faut prendre ce risque ? Sans garantie de sécurité sérieuse, c'est-à-dire le cas échéant, sans troupes au sol de pays membres de l'OTAN, cela n'aurait pas de sens. Oui, il faut envoyer du monde, pas pour faire la guerre. Je le répète et je veux rassurer les Français, personne n'envisage que nous y allions pour reconquérir des territoires perdus qui, de toute façon, ne seront jamais reconquis à vue humaine. Mais pour dissuader la Russie de tenter à nouveau une aventure, oui, c'est la responsabilité, notamment des Français et des Britanniques. Et comment vous interprétez nous ne devrions pas être sur la ligne de contact, mais bien en retrait, simplement pour créer un dilemme stratégique à Vladimir Poutine et éviter qu'il ne soit tenté de continuer son agression. Jean-Louis Thierault, comment vous interprétez le changement de registre d'Emmanuel Macron qui a qualifié Vladimir Poutine d'ogre ? Est-ce qu'il est sorti de l'angélisme ? Est-ce que désormais le président de la République veut s'en prendre directement à Vladimir Poutine ? On voit que son ton change aussi contre le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Il estime que son plan est déraisonnable pour la bande de Gaza. Le président de la République est en train de devenir plus ferme vis-à-vis des autres puissances ? Concernant Vladimir Poutine, je crois qu'il n'y a pas vraiment de changement de ton. Ça fait au moins 2 ans qu'il dit très clairement ce qui doit être fait, ce qu'il en est de Vladimir Poutine et de l'importance de ce conflit pour la sécurité de notre continent. S'agissant du conflit au Proche-Orient, il faut rappeler d'abord que tout cela vient des attentats terroristes du Hamas. Israël a le droit de se défendre, mais une guerre, quelle qu'elle soit, n'a qu'un seul intérêt, c'est s'il y a des buts de guerre et une stratégie réaliste qui permette d'obtenir ce à quoi chacun est attaché, c'est-à-dire la paix. Le plan de Benjamin Netanyahou est absolument incompréhensible. On va ajouter du malheur au malheur. Je crois effectivement que le président de la République, dans ce domaine-là, a une parole ferme, dont il ne faut pas attendre plus que ce qu'on peut en espérer. Aujourd'hui, les seuls qui peuvent faire une pression efficace sur Israël, ce sont les États-Unis, car ce sont leurs premiers fournisseurs d'armes. En revanche, ne pas se laisser prendre à partie, comme il l'a été par Benjamin Netanyahou il y a quelques heures, je crois, c'est évidemment tout à fait légitime de le faire. Et est-ce que le plan d'Emmanuel Macron de reconnaître dans 3 semaines à l'Assemblée générale de l'ONU un État palestinien, est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que ça alimente le feu antisémite, comme l'accuse Benyamin Netanyahou ?
La reconnaissance d'un État palestinien est conforme à notre tradition qui est de soutenir une solution à deux États. Donc sur le principe, je n'ai aucune difficulté. La question, c'est le timing. Est-ce que le faire aujourd'hui, alors que ça peut être perçu comme une conséquence des attentats du Hamas et donc légitimer le terrorisme, et les otages qui sont encore détenus dans la bande de Gaza, cela interpelle. Si, en contrepartie de cela, on devait obtenir la reconnaissance d'Israël par un certain nombre de pays arabes, où il y a eu des petits pas qui ont été faits en ce sens, ça pourrait être une solution à plus long terme. Merci Jean-Louis Thiéraut. D'être venu en direct. Merci d'être venu en direct sur Europe 1. Député de droite républicaine de Seine-et-Marne, ancien ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants. Très bonne journée à vous.